En fait, c'est le diagramme ou la flowchart et il nous permet il permet de décrire en fait le circuit de circulation de l'information, de documents au sein d'une fonction ou d'un service de l'entreprise. Il permet en fait de nous donner une représentation graphique des différentes étapes d'une procédure ou d'une fonction au sein de la société, les différents documents qui circulent au niveau du service, leur destination, leur origine et les différents points de contrôle. Donc, ce schéma, il permet de nous donner, de nous donner en fait plusieurs informations sur le déroulement du service et de la circulation de l'information. Donc, un diagramme de circulation ou la flowchart, il va nous permettre de visualiser le type de document, le nombre d'exemplaires, l'origine du document, c'est-à-dire qui a créé ces documents, est-ce que c'est le responsable des achats, est-ce que c'est au niveau de la comptabilité, ainsi de suite, la destination de ce document, le mode de classement et les différents contrôles effectués sur ce document. Si on prend par exemple cet exemple, nous avons par exemple le besoin et la préparation d'une commande. Donc la transmission au responsable des achats, il contrôle les besoins, il choisit le fournisseur. Ensuite, il établit le bon de commande. Donc ce symbole c'est pour les documents. Ensuite, on passe la commande. Ensuite, la livraison et la réception de la commande. Nous avons un autre contrôle qui est le contrôle de la qualité et de la conformité pour veiller à ce que ce qui a été réceptionné correspond à ce qui a été demandé. Au niveau de la qualité, de la quantité, des prix aussi. Donc, si on ne respecte pas ces informations, on sera contraint de retourner, par exemple, la marchandise. Ensuite, en cas d'acceptation, nous avons la signature du bon de livraison. Ensuite, le stockage. La réception du bon de commande au niveau du service de la facturation. La réception de la facture. Un autre contrôle, le contrôle de la facture par rapport au bon de commande, notamment la quantité et les prix, et finalement le paiement. Donc ici, comme nous remarquons, les différentes étapes et actions effectuées pendant ce processus de lancement d'achat, depuis le lancement d'achat jusqu'à le paiement du fournisseur, nous avons la circulation des différents documents ainsi que les points de contrôle qui sont en vert. Ici, nous avons regroupé les différents symboles utilisés dans l'établissement ou la création d'un diagramme de circulation. Ils peuvent être effectués manuellement ou à l'aide de plusieurs logiciels comme Visio. Un autre outil, mais qui est assez négligé et moins pertinent que les autres outils du contrôle interne, c'est en fait la narration ou le mémorandum. Donc, la narration, en fait, elle consiste à ce que l'auditeur écoute l'audité ou bien le collaborateur et essaie de collecter et de noter les informations fournies. Euh, cet outil n'est pas pertinent, contrairement aux entretiens qui sont guidés, qui sont ciblés, qui sont guidés par des questions, afin de ressortir avec de l'information pertinente et qui va nous servir pendant notre mission d'audit et pendant la révision des comptes. Un autre outil, en fait, c'est l'organigramme fonctionnel. Donc, nous connaissons tous l'organigramme hiérarchique qui reprend la structure hiérarchique de l'organisation. Mais ici, en fait, il s'agit d'un organigramme fonctionnel qui reprend la structure opérationnelle de chaque service ou chaque fonction indépendamment les unes des autres. Et en fait, il est construit par des verbes d'action. Il permet de synthétiser les différentes actions effectuées au sein d'un service sans pour autant nommer les personnes. Mais en fait, on utilise des verbes qui désignent des fonctions, des verbes d'action. Par exemple, si on prend le diagramme ou bien l'organigramme d'achat. Donc, au niveau d'un service d'achat, la principale action, c'est en fait acheter. Donc, on utilise tout le temps des verbes d'action. Les quatre principales missions
de ce service, c'est en fait de passer les commandes, examiner les appels d'offres, contrôler les factures et finalement négocier les contrats. Donc cet outil a pour objectif de donner à l'auditeur les principales actions et principales en fait missions d'un service pour pouvoir en fait effectuer son contrôle. Par exemple, si on veut contrôler ce service d'achat, nous allons commencer par le processus de la passation des commandes. Nous allons contrôler comment sont passées les commandes, comment sont examinés les appels d'offres, quelles sont les différentes procédures mises en place pour contrôler les factures et les procédures de négociation des contrats. Ensuite, nous avons le questionnaire du contrôle interne. Donc, cet outil ou ce document est en fait préétabli en avance. En fait, il permet de contrôler une procédure d'interne et contrôler la conformité, c'est-à-dire le degré d'application de cette procédure. Ce questionnaire est spécifique à la mission et il a pour objectif d'évaluer le dispositif de contrôle interne. Pourquoi nous avons dit spécifique à la mission? Parce qu'en fait, le questionnaire est effectué selon la réalité de l'entité et comment est en fait son fonctionnement et son contrôle interne pour éviter d'avoir en fait au niveau de ce questionnaire nous posons différentes questions et on essaie de répondre à travers un échantillon. Si on prend par exemple par exemple l'appel d'offres. Donc, si on prend l'action dont nous avons parlé tout à l'heure, par exemple, la procédure de la passation des commandes. Donc, qui passe les commandes? Est-ce qu'il y a un budget prévisionnel pour les commandes? Est-ce que ces commandes sont contrôlées par le service des achats? Est-ce que ces commandes sont passées par le service fonctionnel directement ou sont en fait regroupées au niveau du service des achats? Et on répond par oui ou non. Et aussi, nous avons la case NA. Donc, la pertinence de ce questionnaire réside dans le fait que la plupart des questions ou bien des réponses doivent être oui ou non et éviter les réponses neutres pour avoir en fait un résultat qui est fiable et qui reflète la réalité. Donc voilà, si on prend par exemple euh, l'analyse de l'organisation générale, elle permet d'identifier les problèmes pouvant remettre en cause la fiabilité des procédures particulières de chaque fonction et évaluer les possibilités de s'appuyer sur les travaux effectués par le service d'audit interne. Nous avons au niveau des réponses, on coche oui, oui ou non ou NA. Donc, il faut éviter la réponse neutre et essayer de noter les observations qui ont été remontées pendant cette évaluation. Et nous avons en fait l'observation physique. L'observation physique est souvent utilisée au niveau des missions d'audit pour les sociétés qui disposent d'un stock physique, soit de matières premières, de marchandises, de produits finis. Donc l'auditeur effectue euh, une tournée au niveau de ces stocks pour essayer de se repérer et de voir où sont stockés chaque type de marchandises, voir comment sont gérés ces stocks, s'entretenir avec les magasiniers, avec les responsables de stock, ainsi de suite, comment sont enregistrées ces informations pour pouvoir en fait euh, rapprocher ce qui a été observé physiquement avec les comptes de la comptabilité et aussi euh, observer ou bien vérifier l'existence réelle des immobilisations déclarées au niveau du bilan. Donc, nous avons en fait fait un peu le tour des différents outils utilisés pendant euh, une mission d'audit ou plutôt au niveau de l'évaluation du contrôle interne mis en place par la société. Ces résultats en fait de ces différents tests de conformité et de procédure vont nous permettre de, de mettre en place une stratégie de révision des comptes qui est pertinente et
vont aussi nous permettre permettre à l'auditeur de comprendre et de mieux interpréter l'information traduite au niveau de la comptabilité et et ça va lui permettre de comprendre aussi les différents niveaux d'écart constatés pendant les analyses de révision des comptes. Par exemple, si on reste au niveau de l'observation physique, on parle des immobilisations. Si au niveau de révision des comptes, l'auditeur constate qu'il y a un écart important entre l'année N et l'année N-1 au niveau des immobilisations, cette observation physique va lui permettre de rapprocher pourquoi il y a cet écart. Est-ce qu'il y a eu une nouvelle acquisition d'immobilisation? Et il devrait s'assurer en fait de la réalité physique de ces immobilisations. Donc, c'était tout pour cette partie. Donc, nous verrons prochainement les différents cycles d'audit et les euh, différentes techniques ou analyses effectuées pour tous les cycles et au niveau des révisions.